Dans la plupart des cas, les turbulences ne te font tomber que de quelques mètres, même si tu as l'impression de tomber du haut de l'Empire State Building. Et si elles sont suffisamment fortes pour que les pilotes demandent aux hôtesses de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Les turbulences fortes sont très rares, mais elles peuvent faire chuter l'avion de 30 mètres. L'altitude de croisière moyenne de la plupart des avions de ligne ne représente que 7% de la distance de la Terre à l'espace. Les avions peuvent provoquer la foudre, vraiment. Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction crée de l'électricité statique. Cela peut provoquer un éclair. Heureusement, ce n'est pas dangereux pour les avions modernes. En moyenne, la foudre frappe tout avion de ligne au moins une fois par an. Dans les avions, le commandant de bord est toujours assis dans le siège de gauche et le copilote dans le siège de droite. Les raisons en sont historiques. L'une des explications est la suivante. Les premières forces aériennes européennes ont été recrutées parmi les officiers de cavalerie. Ceux-ci portaient des épées sur leur côté gauche et montaient à cheval par la gauche. Ainsi, ils évitaient de s'en mêler les pieds. C'est pourquoi, plus tard, il leur était plus familier de monter à bord de l'avion par la gauche, après être descendus de leur cheval, bien entendu. Une autre théorie implique le train, la première ligne aérienne internationale à relier Londres à Paris. Et pendant ce vol, les pilotes naviguaient en suivant la ligne de chemin de fer. L'histoire raconte qu'un jour, alors que le temps était particulièrement mauvais, 2 avions se sont percutés parce qu'ils survolaient tous deux la voie ferrée. Après cela, il a été convenu que chaque avion volerait d'un côté de la voie, sur la droite. Et les pilotes devaient donc s'asseoir sur le côté gauche, plus près de l'avion qui venait en sens inverse. Cela les aidait à estimer l'espace nécessaire. Au fait, de nos jours, les 2 sièges permettent le contrôle total de l'avion. Et il n'y a pas de règlement qui précise quel siège le commandant de bord et le copilote doivent occuper. Peut-être qu'ils jouent à pierre-feuille-ciseaux. Quant aux pilotes d'hélicoptères qui commandent, ils sont généralement, mais pas toujours, assis à droite. Les hélicoptères sont plus instables que les avions. C'est pourquoi les pilotes préfèrent ne pas lâcher le manche. Ce manche contrôle la direction et l'altitude de l'hélicoptère. Le pilote tient le manche entre ses genoux et utilise sa main droite pour s'y accrocher. La main gauche du pilote déplace le levier qui modifie le pas des pales et appuie sur d'autres boutons de la console centrale. L'avion commercial le plus rapide jamais produit, le Concorde, pouvait voler à près de 2 fois la vitesse du son. Il détenait le record du vol transatlantique le plus rapide. Ce jet mettait 3 heures pour relier l'aéroport de JFK à celui de Londres Heathrow. Dans le cockpit, le siège supplémentaire situé derrière le pilote et le copilote est destiné aux agents de bord pendant le décollage et l'atterrissage ou aux inspecteurs qui surveillent le vol. Ce siège est également appelé jump seat, car lorsqu'on s'enlève, il se replie tout seul comme un strapontin. Les avions modernes ont un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et les différents objets solides sur leur chemin. À 16 km d'un autre avion, une voix se met à répéter « Trafic, trafic ». 8 km plus près, et la même voix recommence à donner les directives aux pilotes. Tournez à droite, tournez à droite. Et après que les pilotes ont bu beaucoup de café, elle dit « toilette, toilette » ou pas. Les avions peuvent fonctionner en toute sécurité avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Le fait que les 2 moteurs tombent en panne en même temps est extrêmement rare. Et même dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre, et les pilotes auraient encore au moins 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. L'Airbus A330 Voyageur a été le premier avion à faire le tour du monde sans ravitaillement en carburant ni escale. C'est arrivé en 1986. Le vol s'est poursuivi pendant 9 jours, 3 minutes et 44 secondes. Toilette, toilette. L'altitude de croisière moyenne est de 10 700 mètres. Si notre planète était de la taille d'un ballon, les avions ne voleraient qu'à 2,5 mm de sa surface. Imagine l'espace pour les jambes. Le Boeing 747 est composé de plus de 6 millions de pièces détachées. Chacun de ces moteurs pèse près de 4080 kg, soit 2,5 fois le poids d'une voiture moyenne, et chacun coûte environ 8 à 10 millions de dollars. Les avions peuvent atterrir même si leurs roues sont endommagées ou si le train d'atterrissage est bloqué. Les pilotes n'ont qu'à faire glisser le ventre de l'avion sur le tarmac. Si tout est fait correctement, de tels atterrissages sont tout à fait sûrs, en théorie. Le premier vol motorisé a eu lieu en Caroline du Nord. Un biplan à essence propulsé par hélice a volé pendant 12 secondes et a parcouru une distance de 36 mètres.
soit seulement la moitié de l'envergure du plus grand avion de ligne de nos jours. L'Airbus A380 a des ailes qui s'étendent sur plus de 79 mètres. Un atterrissage brutal qui fait bondir ton cœur dans ta poitrine n'est pas nécessairement le signe d'un pilote inexpérimenté. Dans certaines conditions, un atterrissage en douceur est dangereux. Par exemple, lorsque la piste est mouillée, un avion doit se poser fermement. De cette façon, il rompt la surface de l'eau et évite l'aquaplaning. Un atterrissage dur est également nécessaire lorsque la piste est trop courte. Cela améliore la capacité de freinage de l'avion. Le mercure n'est pas autorisé dans les avions. Même une infime quantité de ce métal liquide peut endommager les carlingues d'avion en aluminium. Le mercure se combine volontiers avec l'aluminium. Il endommage alors la couche protectrice qui empêche ce métal de se corroder. Au fait, Vénus et Mars sont également interdites. Le verdict est toujours attendu pour Uranus. Le copilote est aussi expérimenté et capable de piloter un avion que le commandant de bord. C'est une situation courante lorsque le capitaine pilote l'avion jusqu'à sa destination et que le copilote le prend en main au retour. En choisissant un siège hublot, tu auras l'occasion de constater à quel point les ailes de l'avion fléchissent et oscillent. Elles sont conçues pour se mouvoir de cette façon. Si les ailes étaient totalement rigides, elles se casseraient dès que des turbulences frapperaient l'avion. Voilà qui est rassurant. Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir lorsqu'elle n'est pas censée le faire, ce qui est plutôt une bonne chose. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un est à l'intérieur. Occupé! La nuit, les pilotes ne peuvent pas voir clairement les autres avions et doivent se fier à l'électronique. Pour rendre les choses moins confuses, chaque avion a un feu vert sur son aile droite et un feu rouge sur l'aile gauche. Cela aide les autres pilotes à savoir dans quelle direction l'avion est orienté et où il va, et s'ils vont se percuter. Les constructeurs d'avions rendent la cabine plus spacieuse en la peignant en blanc. Sa structure murale spéciale reflète également la lumière, ce qui agrandit visuellement l'espace. L'éclairage entre le plafond et les bacs à bagages donne au plafond une apparence plus haute. Tout cela aide les personnes claustrophobes à supporter d'être dans un espace clos pendant des heures. Lorsqu'un avion a une entrée plus large et est lumineux à l'intérieur, les passagers trouvent que leurs repas ont meilleur goût et que leurs sièges sont plus larges. Mais la seule chose qui diffère, c'est leur environnement. La quantité limitée d'oxygène présente dans l'air d'un avion affecte l'humeur des passagers. Cela rend la plupart des gens trop émotifs. Environ 41% des passagers admettent avoir pleuré en regardant un film en vol et 55% avouent se sentir plus émotifs lorsqu'ils prennent l'avion. Les toilettes des avions modernes fonctionnent grâce au vide. Lorsque tu tires la chasse d'eau, la pression négative de l'air extérieur entraîne tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cuvette dans un réservoir de stockage, généralement dans la queue de l'avion. Une chasse d'eau consomme environ 2 litres d'eau. Le BD BD5 Micro détient le record du monde Guinness du plus petit et du plus léger des avions à réaction. Il peut accueillir une seule personne et pèse 10 fois moins qu'une voiture moyenne. Dans les années 1970, lorsque l'avion a été produit, il coûtait environ 2 500 $. Si tu es un voyageur nerveux, choisis si possible un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent surtout les parties avant et arrière de l'appareil. La partie centrale, qui se trouve au-dessus des ailes, n'est pas trop secouée. Toilette, toilette. L'air pressurisé de la cabine est aussi sec que dans le désert du Sahara. Il y a environ 20% d'humidité. Un humidificateur pourrait résoudre ce problème en ajoutant un peu d'humidité. Mais ce serait une charge supplémentaire qui coûterait des tonnes d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement faite d'aluminium et d'autres métaux, et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. Les pilotes sont testés tous les 6 à 8 mois. Ils utilisent des simulateurs de vol et s'exercent à toutes sortes de situations d'urgence. Ensuite, des examinateurs les évaluent. Des tests techniques et de sécurité, ainsi que des examens médicaux, ont également lieu régulièrement. Le Boeing 747-8, l'un des plus grands avions de ligne du monde, aurait une capacité électrique suffisante pour alimenter près d'1 demi-million de téléviseurs à écran plat. La première compagnie aérienne à proposer à ses clients l'enregistrement en ligne a été Alaska Airlines en 1999. Au début, ce système était accessible à un nombre limité de passagers et ne fonctionnait que pour certains vols.
Aujourd'hui, tous les passagers ont la même possibilité de prendre leur carte d'embarquement électronique.